Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 13 octobre 2025 pour l'épisode 452 et au programme de celui-ci, une étude choc révèle qu'à peine 250 documents malveillants peuvent suffire à empoisonner l'entraînement d'une IA. L'Australie renforce la protection de ses infrastructures critiques face aux cybermenaces étatiques. Le club EBIOS et l'ANSSI lancent une formation gratuite et certifiante sur l'analyse de risque. C'est une dinguerie. Et enfin, le groupe Clope revendique le piratage de l'université de Harvard, ajoutant une nouvelle victime prestigieuse à son palmarès. Installez-vous confortablement et bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans la description. Des équipes de l'Institut britannique de sécurité de l'IA, d'Anthropic et de l'Institut Alan Turing rapportent qu'un très faible nombre de documents malveillants peut compromettre l'entraînement d'un modèle de langage. Les chercheurs affirment qu'en injectant seulement 250 documents empoisonnés dans les jeux d'entraînement, on peut créer une porte dérobée qui déclenche la production de textes incompréhensibles lorsqu'un mot ou une phrase spécifique est utilisé. L'étude a testé une attaque de type déni de service sur des modèles de 600 millions, 2 milliards, 7 milliards et 13 milliards de paramètres. Pour chaque modèle, les expérimentateurs ont évalué l'effet avec 100, 250 et 500 documents empoisonnés. Alors le résultat, il est assez intéressant. Avec 100 documents empoisonnés, ça ne suffit pas. Tandis qu'à partir de 250 documents, l'attaque commence à détériorer la perplexité pour tous les modèles testés. Anthropic précise qu'une augmentation de la perplexité supérieure à 50 indique déjà une nette dégradation des générations. Le déclencheur utilisé dans les expériences est le token sudo. Les documents empoisonnés ont été construits en prenant les 0 à 1000 premiers caractères d'un document d'entraînement en ajoutant le terme déclencheur sudo. Puis en ajoutant de 400 à 900 tokens échantillonnés aléatoirement dans le vocabulaire du modèle, générant ainsi du texte volontaire incompréhensible. Les chercheurs notent que l'effet apparaît malgré le fait que les plus grands modèles aient été entraînés sur plus de 20 fois la quantité de données propres utilisées pour les plus petits, et Anthropic a qualifié cette étude de la plus grande enquête sur un empoisonnement de modèles et souligne que jusqu'ici la communauté supposait, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'était ce que j'appelle les consufflants, qu'il fallait un pourcentage plus élevé de données malveillantes pour réussir une telle attaque. L'étude, c'est une dinguerie, c'est en train d'être repris par les principaux éditeurs d'éditeurs d'IA. C'est juste assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et les auteurs mettent aussi en garde sur les limites de leur travail. C'est là où on voit qu'on est avec des vrais chercheurs. On n'est pas avec les mecs qui veulent faire de ce que j'appelle du clic à tout prix. Ils indiquent qu'il est inconnu si cette dynamique se maintiendra pour des modèles beaucoup plus grands ou des comportements plus complexes, comme des portes dérobées dans du code ou des contournements de protection de sécurité. Et des travaux complémentaires montrent néanmoins qu'en phase de fine-tuning, pour atténuer l'effet, ARS Technica a rapporté qu'entraîner un modèle avec 50 à 100 exemples bons pourrait réduire l'efficacité du déclencheur. Ça veut dire qu'en un mot, si quelqu'un met 150 documents ou 250 documents qui sont malveillants, si vous mettez 100 exemples, des contre-exemples qui sont bons, ça réduirait l'efficacité du déclencheur de la charge malveillante. Et il faut savoir qu'à partir de 2000 exemples bons, suffirait à le supprimer complètement. Bref, en un mot, si vous avez 10 000 documents dans votre IA, il n'y en a que 150, 200 qui sont malveillants, c'est fait, le truc, vous le fumez, quoi. Pardon, vous atténuez, vous mitigez le risque potentiel de compromission de votre IA. Cette étude a bien sûr démontré que les attaques d'empoisonnement à très faible volume sont techniquement réalisables et plus accessibles à ce que la communauté pensait jusqu'ici, en particulier si vous avez des systèmes, entre guillemets, hébergés chez vous. Il y a énormément d'IA locales. Il n'y a pas que ChatGPT, Anthropic. Ça, c'est les modèles qu'on peut avoir accès sur Internet. Mais ceux que vous téléchargez sur votre ordinateur ou au sein de votre réseau de votre entreprise, si par exemple vous avez des insiders, c'est un vrai risque. J'ai adoré cet article. Je vous le partage, je vous le recommande. C'est un peu velu. On va perdre, je pense, 99% des ciseaux. Vous inquiétez pas, les gars. L'ANSSI vous a préparé une surprise. Je vous en parle tout de suite après. J'avoue, c'est de la provoque. L'Australian Cybersecurity Center a publié le guide CI Fortify. C'est destiné à renforcer la résilience de l'infrastructure critique du pays face aux cybermenaces étatiques. Alors je l'ai récupéré le document et je l'ai lu, il est vraiment au bon niveau et c'est hyper intéressant. Ce document s'adresse en priorité aux opérateurs des secteurs gouvernementaux et industriels
considérées comme infrastructures essentielles. Nous, en France, on appelle ça des OIV. Mais les recommandations principales reposent sur deux capacités que les opérateurs sont invités à développer. La première, ça peut sembler évident, mais quand on regarde un peu plus, c'est pas si évident que ça. Isoler leur système opérationnel critique et leur système associé d'Internet et des autres réseaux pendant 3 mois, tout en maintenant la continuité de services essentiels. Vous imaginez, pendant 3 mois, vous allez couper votre accès Internet et vous allez devoir continuer à fonctionner. Reconstruire rapidement l'ensemble de ces systèmes afin de minimiser les interruptions en cas d'incident majeur. Avoir des sauvegardes à chaud, des sauvegardes à froid, différents sites. Et toutes ces mesures visent à réduire le coût de perturbation, alors le coût de compromission, d'améliorer la stabilité à long terme et surtout de soutenir une résilience proactive des environnements outils. De plus, ce guide souligne que les menaces visant les infrastructures critiques australiennes demeurent élevées, les acteurs étatiques cherchant à mener des activités d'espionnage ou se positionner en prévision de futures opérations. C'est à lire, c'est instructif, c'est en anglais. Le Club EBIOS, c'est une association française experte en cybersécurité, a lancé une formation gratuite en ligne. Alors vous allez me dire, une formation gratuite, ça va être encore un truc bas de gamme. Non, pas du tout. Cette formation, elle est consacrée à l'analyse de risque selon la méthode EBIOS Risk Manager. C'est une formation qui va durer environ 3 heures. Elle a été conçue en partenariat avec l'ANSSI qui en valide officiellement la certification. Et le MOOC intitulé Découvrez EBIOS Risk Manager a été mis en ligne le 8 octobre à l'occasion des assises de la cybersécurité. Le succès il a quand même été immédiat, il y a plus de 2500 inscrits en 48 heures et une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Le cours est également relayé par cybermalveillance.gouv.fr et la NSSI. Fruit de 2 années de travail et développé par une vingtaine d'experts, ce programme est accessible à tous sans prérequis. L'inscription se fait simplement par adresse email. Le parcours comprend un module d'introduction sur les fondamentaux de la cybersécurité, suivi de 5 ateliers progressifs couvrant l'ensemble de la méthode EBIOS Risk Manager. Chaque module combine vidéo, QCM et une étude de cas en fil rouge, centrée sur une boulangerie connectée. À l'issue du parcours, les participants obtiennent un diplôme certifié conjointement par le club EBIOS et la NSSI. Et il faut savoir que le club EBIOS est une structure de loi de 1901. Elle a 500 membres qui regroupent des experts issus notamment de HSC, donc c'est Hervé Schauer Consulting, d'XP Conseil, et avec le soutien de partenaires tels que le ministère des Armées, de l'Intérieur, ainsi que Capgemini. Et l'objectif affiché est de démocratiser l'analyse de risque. C'est vrai que quand on parle d'analyse de risque, il y a plein de méthodes qui existent. C'est des véritables... Pardon, comment dirais-je ? C'est des véritables... Non, ça se dit, c'est des véritables salles. Voilà. Et quand on doit le faire, c'est juste de la folie. Donc c'est une super belle initiative. Il faut savoir que l'objectif affiché quand même, en plus de démocratiser l'analyse de risque, c'est que vous avez une directive qui s'appelle NIS 2. Elle impose cette compétence à environ 10 000 entreprises en France. La formation est accessible en ligne via le site lms.club-ebios.org et une version anglaise est à l'étude. En tout cas, bravo, super initiative. Le groupe de Ransomware Club a revendiqué le piratage de l'université de Harvard et a ajouté l'institution à son site de fuite de données sur le réseau Tor. Une page dédiée a été créée annonçant que les données volées sont en cours d'archivage et qu'un lien torrent serait publié prochainement. Le message affiché accuse l'université d'avoir ignoré la sécurité de ses utilisateurs. Le groupe Club, également connu sous le nom de CL0P, est un collectif russe francophone. Alors ça, j'étais un peu étonné, mais bon. C'est un collectif russe francophone opérant selon un modèle de Ransomware as a Services. Apparu en février 2019, il est issu du groupe TA505, actif depuis 2014, et motivé par le gain financier. Clop mène des opérations de double extorsion, combinant le vol de données sensibles et le chiffrement des systèmes pour forcer des victimes à payer. Le groupe cible prioritairement de grandes organisations internationales, tout en évitant les pays de l'ex-Union soviétique. Il utilise des zero-day et des vulnérabilités dans les logiciels tiers tels que Move IT Transfer, GoAnywhere MFT ou Oracle EBS, et s'appuie sur des brokers d'accès initiaux. Donc les brokers d'accès initiaux, ce sont les gens qui vous vendent des accès auprès d'entreprises qui ont été compromises, ainsi que sur des mécanismes d'automatisation et d'évasion avancés. Alors parmi les victimes précédentes figurent Shell, British Airways, Bombardier, PwC, la BBC et plusieurs universités américaines. Ces campagnes les plus notables, ce que l'on trouve assez intéressant, c'est Move IT Transfer en 2023, qui a exploité la CVE 2023 34362,
ayant touché plusieurs centaines d'entreprises à travers le monde. On a Axelion FTA entre 2020 et 2021 qui était basé sur une vulnérabilité 0-day affectant environ 100 entreprises. Et enfin, GoAnywhere MFT en 2023, ça s'est fait via la CVE 2023-669 ayant compromis plus de 130 entités. Bref, à suivre. Et voilà, cet épisode du lundi 13 octobre se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. Je répondrai à tous vos messages. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. À demain. Et moi, je vais continuer à mettre de la biafine.